Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SGI TV. Aujourd'hui, deux chiffres importants, 71 et 62. Ces deux chiffres, qui ne vous disent sans doute pas grand-chose, désignent en fait, de façon respective, l'âge des candidats à la primaire de la droite et du centre, à savoir Alain Juppé et François Fillon. Si les précédents débats vous ont sans doute plongé dans un univers d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, en réalité, il n'en est rien. Saint-Germain-Info TV a en effet invité deux représentants des jeunes avec Juppé et des jeunes avec Fillon, qui vont défendre les propositions du, qui sait peut-être, futur président de la République française. Donc nous recevons aujourd'hui Nader El Nahas et Bertrand Boularan. S'il vous plaît, présentez-vous en 1 minute. Alors Bertrand, pour commencer. Donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Bertrand Boularan, je suis étudiant en master affaires publiques à Sciences Po Paris, en M2. Je soutiens François Fillon depuis qu'il est très très bas dans les sondages, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi. Et j'ai eu la chance de voir sa remontée fantastique qui a étonné tout le monde, nous compris, non pas tant qu'il soit au deuxième tour parce qu'on sentait sur le terrain que ça allait venir, mais plutôt l'ampleur du score qui sonne finalement le rassemblement en vue de la présidentielle. Merci beaucoup Bertrand. D'abord, un grand merci aux organisateurs de nous avoir invités à ce débat. C'est toujours un plaisir de revenir à Saint-Germain-en-Laye. Ça m'évoque de bons souvenirs. J'ai fait une partie de ma scolarité à Saint-Herbert, pas très loin d'ici, et également parce que le maire de Saint-Germain soutient Alain Juppé. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Nader, je suis étudiant en droit à l'université de Nanterre, et je m'occupe de la campagne d'Alain Juppé dans les Yvelines avec Alexandre Torbet, avec Alexandre Rebellec et Romain Aubert. Je m'occupe également d'un comité des jeunes avec Juppé à l'université de Nanterre. D'ailleurs, je remercie les Nantériens qui sont venus jusqu'ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de montrer à tous ceux qui nous regardent que la primaire, c'est avant tout un débat d'idées. Alors mon choix est plus largement celui des Français, qui nous portent depuis plus de 2 ans. Il part d'un constat. Ce constat, c'est que nous avons trop longtemps attendu pour prendre des décisions capables de relever notre pays. La politique nous a trop souvent menti, elle nous a trop souvent déçus. Et on se souvient notamment du discours de François Hollande au Bourget, qui disait « Je ne veux être jugé que sur une seule chose, est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ?» 4 ans et demi après, quel est le bilan? Absolument rien. La situation des jeunes s'est encore détériorée, et c'est bien dans ce contexte de défiance qu'il nous faut un candidat qui rassemble et qui inspire la confiance. Pour la moitié des jeunes avec Juppé, c'est leur première campagne. Certains viennent des Républicains, bien évidemment, mais pour la plupart d'entre eux, c'est leur première campagne et ils ne s'étaient jamais investis dans un parti politique. Donc, choisir Alain Juppé, c'est choisir le candidat du rassemblement pour faire barrage à Marine Le Pen et à François Hollande. À ce sujet, c'est quand même le seul candidat de la primaire qui assure la victoire de notre famille politique en 2017. Et je crois que c'est ce qui nous réunit tous dans le cadre de cette primaire, c'est faire gagner la droite à l'élection présidentielle de 2017 pour en finir avec François Hollande et faire barrage à Marine Le Pen. Mais le but d'Alain Juppé, ce n'est pas simplement de rassembler, c'est de rassembler pour réformer. Son projet est ambitieux et on aura l'occasion d'en discuter tout de suite, je n'en doute pas. Merci beaucoup Nader. Merci, donc nous allons commencer la première partie de ce débat. Donc ça va être des questions. Première question pour Bertrand. Donc François Fillon se présente comme un candidat qui assume à 100% son libéralisme. Réduction du nombre de fonctionnaires, donc 500 000, c'est le nombre qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Imposition des 39 heures dans la fonction publique. Hier, au dernier débat, il a souligné sa volonté de vouloir réduire les indemnisations aux soins pour les maladies les plus graves, pour pousser les individus à avoir des assurances privées. Donc ces mesures lui ont valu le surnom de Thatcher à la française. Est-ce que, selon vous, ces réformes libérales, en rupture avec notre tradition de l'État-providence, sont une nécessité pour la France aujourd'hui ? Alors premièrement, tu as le droit de dire selon toi, on est jeune. Selon toi, Bertrand. Ensuite, déjà, Fillon ne se présente jamais comme un libéral idéologique. Fillon, il part du principe que la France est dans une situation telle qu'il serait temps, pour la première fois depuis les années 70, que les recettes couvrent les dépenses. C'est pas du libéralisme, c'est de la logique, c'est du bon sens. Pour le reste, la question qu'il y a derrière tout ça, c'est est-ce que la France peut soutenir sa dette? Fillon répond non, Juppé ne répond pas.
Quand on dit supprimer 500 000 fonctionnaires, c'est un programme qui est chiffré, c'est un programme qui est compensé justement par l'augmentation du temps de travail dans la fonction publique. Par rapport à ça, d'ailleurs, Fillon a le même chiffre depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il dit on va supprimer 500 000 fonctionnaires en France. Juppé, quant à lui, disait il y a 2 semaines que le programme de Fillon était formidable. Maintenant, c'est un programme dangereux. Bon, Nader nous expliquera ce point de vue. Et je serais curieux d'ailleurs, Nader, que tu répondes sur le nombre de fonctionnaires que veut supprimer Alain Juppé. Il est passé de 200 000, 250 000. J'ai lu ce matin que c'était 300 000. On ne sait pas trop. Donc, c'est des mesures fortes. Je pense que la situation de la France l'exige aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important de dire ça que là on est à Sciences Po Saint-Germain, on parle à des jeunes et que l'enjeu c'est que nous on ne paye pas la dette de nos parents. Parce que c'est ce qui va arriver si on ne fait pas des efforts très importants et structurels, y compris sur la santé. Il ne s'agit pas de détruire le système de santé à la française, il s'agit de faire des efforts parce que la France en a besoin aujourd'hui. Et j'ai pas de chute. Je pense que. Bon, très bien, mais je pense qu'il est simplement temps de faire ces efforts. C'est pas infaisable. Et dire que c'est un programme dangereux, pour moi, c'est de la frilosité politique par rapport à la situation dans laquelle notre pays est en ce moment. Très bien, je me permets de répondre à tu vas l'interpellation. ça pour le débat à la fin. Comme ça, tu gardes en note les trucs et pour le débat à la fin. Très bien. Moi, je garde en tête l'interpellation de Bertrand parce que la question des fonctionnaires, c'est quand même une question essentielle. Oui, bien sûr. Joseph, très bien. Alors du coup, donc, on a parlé d'économie, on a parlé donc, de chômage et de travail. Concernant la durée réglementaire du travail, Alain Juppé souhaite notamment, à défaut d'accord avec les entreprises, maintenir une durée hebdomadaire de 39 heures, alors que François Fillon laisse juste la limite fixée par le droit européen de 48 heures. Comment expliquer ce consensus en fait, au niveau des candidats de la droite pour la fin des 35 heures? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que pour débloquer le marché du travail, il faut abroger les 35 heures. C'est ce que propose François Fillon, mais également Alain Juppé. On a des convergences aussi, il faut l'admettre. C'est normal, on fait partie de la même famille politique. Il faut le souligner. C'est bien que ça vienne de toi d'ailleurs. Ouais, parce que souvent on a des doutes. Hein. Non. L'idée d'Alain Juppé, c'est de fixer la durée légale du travail à 39 heures, en laissant la possibilité aux entreprises de la fixer par négociation, et on donne 2 ans aux entreprises pour négocier la durée du travail en fonction de leurs besoins. Si au bout de 2 ans il n'y a pas d'accord, alors le chef d'entreprise pourra automatiquement passer aux 39 heures. Voilà, ça c'est l'idée d'Alain Juppé. Il souhaite également sécuriser le CDI, en clarifiant les conditions de sa rupture, en incluant dans le CDI des motifs prédéterminés pour sa rupture et adaptés à l'entreprise, et que ce soit encadré par la loi. Une autre chose très importante, c'est la réforme du Code du travail. Alain Juppé souhaite inclure dans le contrat de travail les modalités du licenciement et en réformant les seuils sociaux pour libérer l'embauche. On ira également pour inciter les chômeurs à retrouver du travail vers une dégressivité des allocations chômage, moins 25% au bout de 12 mois et moins 25% supplémentaires au bout de 18 mois. Je pense que François Fillon nous rejoint là-dessus également. Mais on établira un plancher à 870 €. Aucun demandeur d'emploi ne pourra percevoir moins que ce plancher. Et cette mesure économique est conditionnée, contrairement à François Fillon, par contre, à l'amélioration de la situation économique. Voilà. En fait, si on peut résumer un petit peu, Alain Juppé, c'est la tisane et François Fillon, c'est la vodka. En fait, en termes de politique économique, est-ce qu'on y va en douceur? Est-ce qu'on y va directement de façon plus radicale? Mais le problème, c'est que, vous voyez, François Fillon, et je cite François Fillon, il veut casser la baraque. Nous, on pense qu'il faut essayer de préserver ce que l'on a en le consolidant. Mais voilà, c'est une grande différence. Vous n'allez pas, est-ce que Juppé, en prenant le temps de négocier, ne va pas revivre un 95 et finalement reculer sur beaucoup de ses propositions? Déjà en 95, il n'a reculé sur qu'une seule de ses propositions, toutes les autres. La majeure. Hein. Non, ce n'est pas la majeure, c'était une réforme qui était mal préparée, c'est pas la majeure. Et toutes les autres réformes ont été appliquées, mais qui n'a toujours pas été faite jusqu'à maintenant, d'ailleurs. La réforme des régimes spéciaux de Fillon. Mais non, je pense qu'Alain Juppé a compris quand même, a appris de ses erreurs, et je doute que le blocage de 95 se réalise à nouveau en 2017 s'il est élu président de la République. Merci beaucoup, Nader.
Merci. Alors, donc maintenant, après Alain Juppé, nous repassons à François Fillon. L'ancien Premier ministre s'est démarqué durant cette campagne, notamment concernant les relations avec la Russie. Qualifié de pro-russe par certains médias, il estime qu'il n'y a pas d'autre choix, je le cite, que de tourner vers les Russes et le régime syrien pour éradiquer les forces de l'État islamique. Comment est-ce que tu expliques cette position, Bertrand ? Alors déjà, François Fillon n'est pas pro-russe, il est pro-France, ou à la limite pro-Europe. Et c'est pour ça qu'il défend Poutine 24 heures sur 24. Il défend Poutine, il dit on ne peut pas ne pas parler à la Russie. On n'a jamais entendu la moindre critique de François Fillon à l'égard de la politique menée par Vladimir Poutine. Est-ce que c'est normal ? Alors, là, laisse-moi parler. La politique qu'il mène en interne, c'est le problème de la Russie et du peuple russe. Déjà, non, sur la politique étrangère de la Russie. Non, mais attends. Là, je parle de la politique interne en Russie, c'est le problème du peuple russe. Poutine est quelqu'un de populaire dans son pays, on sera d'accord. Sur en termes de politique étrangère, parce que c'est de ça dont on parle, il dit Poutine est évidemment quelqu'un d'autocrate qui aime rouler des mécaniques. En général, on ne dit pas ça de quelqu'un pour qui on a une admiration particulière. Ce qu'il dit simplement, c'est qu'on ne peut pas ne pas parler à la Russie. Et d'ailleurs, il faut aussi reconnaître l'action de Nicolas Sarkozy quand il était président de la République vis-à-vis de la Géorgie. On a eu le pendant en Ukraine quand François Hollande était président de la France. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand la France décide de parler à la Russie et qu'il y a une crise grave dans une zone géographique particulièrement tendue, on arrive finalement à arrêter le problème, à éviter un embrasement total de la situation. La Géorgie, c'est pas la Suisse, mais il n'y a pas une instabilité chronique comme il y a en Ukraine aujourd'hui. Qu'est-ce que la France a décidé avec Hollande, ou qu'est-ce que la France n'a pas décidé plutôt ? C'était de suivre la politique américaine et la politique d'Angela Merkel, qui était une politique de sanctions. Bon, ça n'a pas marché, Poutine s'est excité, et la situation en Ukraine ne va pas mieux, la situation en Syrie encore moins. Parlons de la Syrie maintenant. Par rapport à la Syrie, alors on peut pousser des cris d'orfraie sur ce qui est en train de se passer en Syrie, sur le régime de Bachar el-Assad. En attendant, on ne fait rien. Et je pense qu'en termes géopolitiques, parce que le vrai débat c'est ça, c'est est-ce qu'on tend vers un réalisme politique ? Moi je pense que oui. Les forces en présence en Syrie, c'est quoi ? C'est Bachar el-Assad, qui est soutenu par une partie de la population, qu'on le veuille ou non, c'est Poutine qui est là, c'est l'Iran, c'est le Hezbollah, parce que Juppé avait dit qu'il faut parler à l'Iran avec une longue cuillère, expression charmante, il dit pas pareil de l'Arabie Saoudite. Mais enfin bon bref. Et donc voilà, donc si on veut résoudre le problème, si on veut créer un minimum de stabilité au Moyen-Orient, arrêter d'avoir une politique néoconservatrice qui veut que ou on parle pas, ou on intervient militairement, il faut parler à Bachar el-Assad, il faut parler à la Russie, et ça résoudra aussi le problème des réfugiés qui vont vers l'Europe, parce que c'est des réfugiés qui fuient des zones de guerre, et la position de Fillon, c'est juste une vision très pragmatique de ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui veut concrètement résoudre le problème et qui n'a pas peur de parler avec des régimes forts, mais qui de toute manière sont là. Donc on ne va pas faire comme si la Russie n'existait pas, c'est quand même un grand pays, ce serait dommage. Très bien, je peux reprendre là-dessus quand même ? Oui, bien sûr. Oui. Très bien. Non, la question russe, c'est quand même une question très importante. Personne ne dit qu'il faut arrêter de parler à M. Poutine, enfin arrêter, qu'il faut déjà commencer à lui parler, parce que ce n'est pas ce que fait François Hollande, mais voilà. Personne n'est en désaccord là-dessus. Après, le problème de François Fillon, c'est qu'il propose de réorienter notre politique étrangère sous la forme d'une alliance étroite avec la Russie. Or, ce n'est pas l'intérêt de la France. Ce n'est pas l'intérêt de la France. On ne doit pas prendre nos ordres de Moscou, encore moins de Washington. Nos ordres, on les prend de Paris. Et donc, franchement, lorsqu'on veut avoir une politique étrangère indépendante, je ne pense pas que François Fillon soit le bon choix. Fillon est aux ordres de Moscou. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qui l'a dit ou c'est toi ? Ce n'est pas ça que j'ai dit. Après, c'est très bien, ça c'est vraiment un argument fantastique. Mais l'idée du gaullisme, tout de même, donc c'est ça aussi. L'idée du gaullisme, c'est de maintenir l'indépendance de la France également en matière de politique internationale. Ce que fait François Fillon, c'est parler, il veut s'allier avec les Russes, parler également avec l'Iran, qui soutient le Hezbollah, qui est une organisation terroriste en Syrie. Donc il essaye de... Oui. Donc il essaye de soutenir... En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est on va aider des terroristes en Syrie
pour contrer d'autres terroristes en Syrie. C'est vraiment assez malsain comme idée. Mais de toute façon, je ne pense pas que François Fillon aille voir Poutine et lui dise de remettre en question la politique qu'il mène actuellement en Syrie, puisqu'apparemment il est tout à fait d'accord. Les bombardements à l'aveugle sur toute la Syrie, c'est absolument pas ce que veut Alain Juppé. Parce que Fillon veut des bombardements à l'aveugle sur toute la Syrie, c'est ça ce que il tu ne entends les a dire. jamais condamnés. Est-ce qu'il a déjà condamné les bombardements russes en Syrie? Mais il a condamné Voilà. la situation. Et attends, mais tu peux pas dire ça. Mais Non. déjà, Non, on va prendre absolument point par pas. point. Mais, je savais que c'était un Sinon, sujet on qui peut allait... peut-être garder ça pour le débat juste après, comme ça on continue les questions et ça nous fait 2 D'accord. points à aborder pendant les débats. Ça va. D'accord. C'est bien. Très bien. Le débat va être énergique, on le Ouais, sent. ouais, Ça va être bien, comme ça. Je on prends tes prend éléments de le- langage de la CIA. Ah. Donc la dernière question de cette séquence est donc pour Nader. Le procureur de la République de Paris a rappelé il y a 2 mois l'impossibilité de la rétention des fichiers S. Oui. Et pourtant, Alain Juppé propose une rétention de certains fichiers S, tandis que Fillon, de ce côté, je cite, propose une application stricte du code pénal. Donc comment est-ce que Juppé peut-il tenir son engagement malgré le rappel du procureur de la République de Paris? Très bien. Tout d'abord, je tiens à rappeler que c'était une idée de Nicolas Sarkozy qui était d'interner les fichiers S les plus dangereux. Ce à quoi Alain Juppé a répondu « Nous ne voulons pas de Guantanamo à la française chez nous ». Donc je pense que la situation est assez claire. Maintenant, la question des fichiers S, c'est quand même une question assez importante parce qu'on ne peut pas non plus laisser en liberté tous les fichiers S, même ceux qui présentent un degré de dangerosité extrême. Eux, évidemment, il va falloir se servir, dans le cadre de l'état d'urgence, de mesures légales pour les assigner à résidence et pour les empêcher de passer à l'acte, tout simplement. Mais c'est pas l'internement. Juppé propose quand même un internement pour les plus dangereux des fichiers S. Et justement, c'est la question d'internement. Est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que c'est possible, humainement parlant et moralement parlant? Je pense que la position de Juppé sur les fichiers S, elle est plutôt dans l'idée de se servir des outils à notre disposition dans le cadre de l'état d'urgence, plutôt que de reprendre la proposition de Nicolas Sarkozy qui était d'interner tous les fichiers S les plus dangereux. Je pense que sa position est plutôt dans cette direction-là. Tu es pour un état d'urgence permanent? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et tu as dit que cette proposition était applicable dans le cadre de l'état d'urgence. Absolument, mais l'état d'urgence, tant qu'il y a une menace, on ne va pas l'enlever. D'accord. Parce que je pense qu'il faudrait maintenant enlever l'état d'urgence actuellement dans la situation dans laquelle on vit. D'accord. Mais Non. Proposer une solution qui est fonction du maintien de l'état d'urgence, c'est problématique quand même. Non, mais tant qu'il y a un danger, ça veut dire que il faut maintenir l'état d'urgence et donc on pourra se servir de ces instruments-là et de ce cadre pour s'occuper des fichiers S. Donc du coup, tu dis spécialement maintenir l'état d'urgence, donc il faut que l'état d'urgence devienne un état normal en fait? Non. Il faut que l'état d'urgence soit maintenu tant que le risque et les dangers subsistent. Tout le temps en fait. Non, mais évidemment que le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Mais il faut que, tant que le risque est élevé, suffisamment élevé, il faut maintenir l'état d'urgence. Ça me semble primordial. Et donc Alain Juppé aujourd'hui n'est pas opposé au renouvellement de l'état d'urgence qui a eu lieu il y a quelques semaines? Non, même si j'ai lu que le vice-président du Conseil d'État, lui, avait fait une remarque à Manuel Valls, comme quoi il fallait faire attention au renouvellement de l'état d'urgence. D'accord, donc maintenant ça va être la Juppé question n'est pas, sur un sujet d'actualité. pas pour le maintien de l'état d'urgence? Si, il est pour le maintien de l'état d'urgence. Oui. D'accord, pardon. Maintenant, sur la minute actualité, une question donc, pour Bertrand. Par rapport donc, aux affiches qui ont été placardées dans différentes communes à propos de la prévention contre le sida, donc avec des couples homosexuels sur les affiches. Et on a eu une réaction assez vive de certaines mairies qui ont décidé de supprimer d'enlever ces affiches. Et une députée qui est aussi un soutien de François Fillon qui a appuyé cette décision de retrait des affiches. Qu'elle a qualifiée de choquante. Qu'elle a qualifiée de choquante, voilà. Quelles sont tes positions et celles de Fillon Alors, la position de Fillon, je ne sais pas. Ma position... du coup, tu me poses cette question en me basant sur le fait qu'une députée qui soutient Fillon a considéré ces affiches choquantes. Buisson soutient Fillon aussi, les ripostes laïques aussi. Bon, voilà, c'est comme ça. Oui, on remarque que les soutiens de l'extrême droite arrivent massivement vers
François Fillon. On en parlera après du rassemblement. Non, mais en fait, ce qui pose vraiment question, c'est que beaucoup de mairies donc à droite, LR, ont justement fait retirer ces affiches. Donc ça pose aussi une question de politique du parti. D'accord, ok. Donc si c'était... Moi, très personnellement, ces affiches m'ont pas particulièrement choqué. C'est mon avis très personnel. Après, si c'est de la compétence des maires de pouvoir enlever ces affiches s'ils les considèrent choquantes, qu'ils le fassent. Moi, très honnêtement, c'est des sujets, c'est un peu des sous-sujets qui sont très médiatisés. Moi, personnellement, ces affiches m'ont pas choqué, passer 5 minutes dessus. Alors qu'on peut parler d'emploi, ça nous rejoint au sujet du conservatisme qui est souvent affubé à François Fillon par rapport aussi à l'avortement et à d'autres thèmes. D'accord. Et donc ça s'insère dans un autre contexte. Alors par rapport à l'avortement, ce serait un peu sous-estimer l'intelligence d'Alain Juppé que de dire qu'il a posé cette question de clarification en disant mais non c'était pas clair, je n'avais pas compris. Il savait. C'était pas clair puisque François Fillon a changé d'avis entre temps. Il n'a pas du tout changé d'avis. Absolument. C'était une manœuvre pour agiter les médias et ça a parfaitement bien marché d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que ça va braquer une partie de l'électorat de droite et ça se ressentira au second tour dimanche, mais enfin bref, c'est pas le sujet encore. Sur l'avortement, Fillon a donné son point de vue personnel, mais a dit qu'en tant qu'homme d'État, et parce que l'avortement était évidemment une nécessité sociale, on ne reviendra pas dessus. Point à la ligne. Juppé, il y a 2 ans, avait dit que le mariage gay était contraire à ses valeurs personnelles, mais que la majorité des Français et la représentation nationale l'ayant voté, on ne reviendrait pas dessus. Est-ce que Fillon s'est abaissé à ce genre de débat ? Est-ce que Fillon a notifié qu'un des soutiens éminents d'Alain Juppé, c'est Hervé Mariton, qui était une des têtes de pont dans le combat contre le mariage pour tous? Non. Donc cette campagne était assez nauséabonde, ça a permis de lâcher la prêche de gauche sur la France, sur l'ultra-cato Fillon. Fillon a été très clair là-dessus et c'était pas à la hauteur de Juppé cette stratégie, parce que c'était une stratégie politique, parce qu'il faut pas arrêter d'être être hypocrite. Le slogan de François Fillon, c'est quoi? Fillon et Juppé, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, et là il m'a. Quel est le slogan de François Fillon? C'est le courage de la vérité. Maintenant, il faut avoir le courage d'assumer ses positions, parce que quand il dit que l'avortement n'est pas un droit fondamental, mais ça pose problème. Voilà. C'est pas très bien. Bon, d'accord. Très bien. On On voulait clarifier cette position. Merci. Donc, il y a beaucoup de bruit pour rien quand même, moi je trouve. Pardon. Si tu trouves que l'avortement c'est rien, bon bah. J'ai pas dit que c'était rien, j'ai dit que c'était une nécessité sociale sur laquelle on ne reviendra pas. Et évidemment, on ne reviendra pas dessus. C'est pas un droit fondamental, c'est une question juridique. Très bien. T'es étudiant en droit? Non, mais il faut quand même souligner que François Fillon a une vision assez particulière sur cette question. Tu sais ce que c'est un droit fondamental? Évidemment. Bon, bah voilà, on est d'accord. Voilà, très bien. Donc François Fillon considère que ce n'est pas un droit fondamental. Ce n'en est pas un. Très bien. Au moins, c'est clair. Donc une deuxième question pour Alain Juppé, pour toi du coup Nader. Durant la campagne pour les primaires, le feu candidat Nicolas Sarkozy avait dit d'Alain Juppé que sa volonté était d'attirer le vote des sympathisants de gauche et que c'était contraire aux valeurs de la droite. Il avait dit qu'il ne voulait pas d'une primaire, je cite, de la droite, du centre et de la gauche. Juppé est-il vraiment un candidat de droite alors et est-ce que c'est peut-être cette ambiguïté qui aura pu lui coûter, qui lui a coûté sa première place? Il y a eu une campagne contre Alain Juppé pour essayer de l'accuser d'être de gauche. Alors, c'est très simple, il suffit de lire son programme. Son programme, il est clairement de droite, sauf que l'objectif d'Alain Juppé, c'est de rassembler. C'est de rassembler la droite et le centre. Une droite qui sera divisée ne gagnera pas en 2017. Une droite sans le centre ne gagnera pas en 2017 et une droite sectaire ne gagnera pas en 2017. Juppé, c'est un homme de droite, mais qui n'est pas sectaire, qui est ouvert à tous. Voilà, donc je pense que sa position est assez claire. Après, si certains essayent de l'accuser d'être de gauche pour lui nuire, voilà, c'est assez bas. Non, parce que c'est vrai que voilà, on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, la tisane et la vodka. D'un côté, Alain Juppé qui préconise la suppression des 35 heures, un retour aux 39 heures. François Fillon qui ne pose pas forcément de limite et s'en remet au droit européen qui limite la durée du travail hebdomadaire à 48 heures. Totalement irréaliste. Et on se demande aussi, quand on lit un petit peu le programme de François Fillon, notamment au premier débat, il y a eu aussi tout ça, cette effervescence. Est-ce que c'est travailler plus pour gagner plus ou est-ce que c'est travailler plus pour gagner moins?
il avait dit alors 39 heures payées 35. Est-ce que c'est pas un peu trop libéral, justement, même s'il en refuse l'acceptation? On revient au débat qu'on avait, à la question qu'on avait abordée au tout début de ce débat. Non, je pense pas. Je pense que Fillon, c'est quelqu'un qui a pris la mesure des immenses difficultés financières dans lesquelles est la France aujourd'hui. C'est-à-dire que si la France est prise à la gorge par ses prêteurs, la France n'aura pas les moyens de ses ambitions. La France ne pourra pas mener des politiques publiques. Et ça, c'est un vrai sujet. J'ai fait un stage au Quai d'Orsay où, à la direction de la coopération sécurité et de défense, je dis coucou à mon maître de stage que j'aimais beaucoup s'il me voit, mais je ne pense pas. Et quand même. Espérons. Mais dans ce service-là qui faisait un vrai beau boulot, on leur demandait comment vous voyez l'avenir. Ils disaient c'est 25% de réduction de budget. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça qui se passe aujourd'hui en France. C'est-à-dire que l'État n'a pas les moyens de mener des politiques publiques, donc des économies. Faut les faire. Donc du coup, 39 heures payées 35. Voilà, non mais il faut quand même que François Fillon précise un peu ses intentions, parce que est-ce qu'il veut 39 heures payées 35, 39 heures payées 37 ou 39 heures payées 39? C'est 39 heures payées 37. Et après, voilà, donc c'est travailler plus pour gagner moins. Tout à fait, mais c'est pour l'intérêt général. Ok. Au moins, c'est clair. Il mérite d'être très clair. Alors, donc maintenant, c'est le temps débat. Donc, pour soulever les points de discorde que vous avez eu tout au long des questions. Sachant que vous avez 2 minutes 30 chrono. Nader, si tu veux reprendre quelques points sur lesquels tu n'étais pas d'accord. Oui, notamment sur la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Encore, mais c'est une... Oui, non, mais c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que surtout que ça montre à quel point le programme de François Fillon est irréaliste. Parce qu'il habituerait clairement à l'échec. 500 000 postes de fonctionnaires supprimés, c'est impossible. Parce que ce sera impossible d'embaucher pendant 5 ans des policiers, des instituteurs, des infirmiers. Est-ce que ça te semble réaliste ? Plusieurs choses. Déjà, moi j'aimerais bien que Juppé clarifie le nombre de fonctionnaires qu'il veut supprimer, parce que c'était pas très clair non plus. Non, c'est très clair. 250 000 à 300 000. 250 000 à 300 000, d'accord, il dit 300 000 dans son programme sur internet que j'ai regardé ce matin. Par rapport à la suppression des postes de fonctionnaires, c'est impossible. En politique, rien n'est impossible, tout est une question de volonté, ça s'appelle l'ambition. Après, comme j'ai dit au début de ce débat, donc, parce que c'est la question des fonctionnaires, c'est une obsession. Non, parce qu'il faut le comprendre. Il y a des fonctionnaires tous les fonctionnaires vont passer de 35 à 39 heures, ce qui représente en termes l'équivalent de 500 000 fonctionnaires en plus. Ensuite, il a dit qu'il sanctuariserait la défense, donc il y aura le même nombre de militaires, aujourd'hui c'est 220 000. Il a dit qu'il va cibler les augmentations de fonctionnaires dans les secteurs où c'est particulièrement nécessaire, notamment la justice, où il y a un énorme déficit de magistrats en France, et ça c'est un thème important parce que moyen de magistrats, plus les procédures sont longues et plus c'est difficile pour les policiers en bas de la chaîne d'assurer la sécurité des Français. Je rappelle simplement que François Fillon ne souhaite augmenter en aucun cas le nombre de policiers et de gendarmes. Est-ce que tu... Non, mais il souhaite... Oui, bien sûr, je confirme. Voilà. Mais je confirme. Mais écoute, c'est curieux dans le contexte dans lequel on vit qu'il n'y ait aucun recrutement de policiers et de gendarmes. Non, parce qu'il n'y a pas... C'est pour ça qu'Alain Juppé propose quand même de redéployer 4500 policiers et gendarmes. Bravo. Et de recruter 10 000. Très bien. Non, mais c'est très bien. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais la politique de Fillon, parce que tu m'as pas laissé terminer, la politique de Fillon sur la sécurité, c'est de partir du principe que la France, par rapport aux pays européens de taille équivalente, a le même nombre de fonctionnaires de police et de gendarmerie, enfin de fonctionnaires qui assurent la sécurité. C'est-à-dire, grosso modo, c'est un peu moins de 200 000 pour la police, un peu moins de 100 000 pour la gendarmerie, mais qui veut assurer, mettre le paquet au niveau financier sur le matériel, qui est un vrai problème dans la gendarmerie et la police. Quand on dit on veut recruter 10 000 fonctionnaires de police ou 10 000 gendarmes, c'est des gens qu'il faut former et qui ne seront pas sur le terrain en uniforme demain, au lendemain de l'élection d'un Juppé. Du coup, c'est un processus long. S'il y a un effort à faire immédiat et urgent, c'est sur le matériel des forces de police et de gendarmerie. Un autre point qui est intéressant dans le programme de François Fillon, c'est la TVA. Parce que la TVA, François Fillon souhaite l'augmenter de 2 points. Donc non seulement
le taux qui est à 20% passerait à 22%, mais le taux qui est à 10% passerait à 12% également. On est d'accord là-dessus? Oui. Très bien. Vous pensez pas que, enfin, tu penses pas, désolé, que ça risque de pénaliser le pouvoir d'achat des Français d'une manière assez conséquente? Non, parce que c'est compensé avec la baisse des cotisations salariales et donc une hausse des salaires. Ensuite, le problème de la fiscalité en France, c'est que c'est une fiscalité qui est qui pénalise beaucoup les entreprises et nettement moins la consommation. Augmenter la TVA, c'est se remettre au niveau des taux de TVA qui existent déjà dans les pays nordiques. Voilà, donc c'est pas extrêmement choquant. C'est une nouvelle fiscalité qui cherche à favoriser l'offre et le dynamisme économique de nos entreprises. J'ai rappelé quand même que 2 points de TVA, c'est 16 milliards d'euros. C'est 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros dans les caisses de l'État, alors que la France a 96% de dette. TVA, c'est très bien. Ce qui ferait que 6,5 milliards, donc c'est beaucoup plus modéré, c'est beaucoup plus réaliste que le programme de François Fillon. Mais c'est pas réaliste, si François Fillon est élu par les Français pour être président de la République, il appliquera le programme pour lequel il a été élu. Est-ce que vous pourriez préciser les différents programmes écologiques de vos candidats? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est un programme c'est un sujet qui a été relativement peu abordé. Il y a NKM qui l'a abordé, je dis, qui a rejoint Juppé avant que tu le dises. Très honnêtement, c'est un programme qui est vraiment passé à la trappe et qui, en général, à droite, est relativement éludé. Je trouve que c'est vraiment dommage. Il faudrait peut-être juste souligner que François Fillon propose de supprimer le principe de précaution de la Constitution. Voilà, en matière d'écologie. C'est vrai, mais ça c'est un sujet sur lequel se retrouvait aussi Nicolas Sarkozy. Mais de toute façon, François Fillon et Nicolas Sarkozy sont assez proches. C'est un peu la reconstitution du binôme de 2007-2012. Ça fait presque 70% des voix en termes de report de voix. Non, mais tout simplement, c'est le rassemblement de la droite du centre, finalement, Fillon. Voter Fillon ce dimanche, c'est donner quitus au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc après, si vous étiez satisfait par le quinquennat de Nicolas Sarkozy, allez-y. Mais je ne pense pas qu'en 2012, il y ait eu un contentement généralisé de la part des Français du bilan de ce quinquennat. Au moins d'Alain Juppé qui était au gouvernement, en tout cas. Alain Juppé était aussi au gouvernement, évidemment. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, on a vu ressurgir des petites choses sur le passé d'Alain Juppé, notamment son appartenance au club de l'horloge. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça aujourd'hui, alors que vous attaquez le candidat Fillon sur ses soutiens tels que Sens commun? Est-ce que le club de l'horloge, c'est pas pire? Est-ce que justement on peut dire qu'il y a le passé c'est le passé et qu'il faut avancer? C'est quoi la réponse? J'ai pas entendu cette information, mais si tu le dis, c'est que c'est... Et je ne sais pas ce que c'est le club de l'horloge. Le club de l'horloge, j'en ai jamais entendu parler. Mais... Ah oui, ça c'est. Mais Henri de Lesquen soutient officiellement François Fillon. Hein. Ça c'est très dur. Voilà. Il soutient pas officiellement, il soutient François Fillon. Il suffit d'aller sur son compte Twitter, il soutient François Fillon. François Fillon, il soutient personne, il soutient même pas le Front National. Pour lui, il n'y a que lui. Il suffit d'aller sur son compte Twitter. Il soutient François Fillon. Après, le soutien, il suffit pas de. C'est pas à nous de les choisir. Merci. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais après, c'est vrai que Juppé, il a une ligne qui est tout à fait cohérente et il n'a pas changé de ligne soudainement là ces derniers mois. Donc, mais si tu sors de club de l'horloge, j'en ai pas entendu parler, je pourrais pas te répondre précisément là-dessus. Une question chacun de vos candidats ont un mode d'action privilégié qu'ils mettent en avant dans leur programme. Alain Juppé, c'est par ordonnance, et François Fillon, si je crois bien, c'est par référendum, je crois. En fait, je voulais juste savoir quels sont pour vous les avantages des techniques respectives. Parce que pour le coup, il y a un certain consensus sur la nécessité de mettre en place les réformes clés très vite. Je pense que tu diras pas le contraire. Donc évidemment, passer par les ordonnances, par le vote bloqué, par le 49.3, il y a tout un panel comme la 5e République pour pouvoir voter des réformes structurelles assez vite. Donc je pense que Juppé et Fillon s'accordent. Après, sur le fond des réformes, on l'a vu, ils ne s'accordent pas forcément. Par contre, ce que veut faire François Fillon, c'est au terme du premier mouvement de réforme, faire un référendum
pour inscrire dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux entre le privé et le public, et sur une réforme institutionnelle. En fait, il faut poser 2 questions dans le référendum sur la limitation du nombre de députés. Voilà. Mais c'est pas comme Sarkozy qui voulait apparemment généraliser le nombre de référendums, c'est pas un usage systématique qu'ils vont faire. Voilà. Ce que propose Alain Juppé, c'est, vous savez, il y a les 100 jours après l'élection, très important, mais aussi les 100 jours avant l'élection. C'est tout dire avant pour tout faire après. Et sa manière de gouverner, ce sera évidemment les ordonnances au début pour aller vite. Et ce sera une série de 5 ou 6 ordonnances sur des sujets essentiels qui seront votés par le Parlement très rapidement, les premiers mois de son quinquennat. Voilà. Donc, ça, c'était sur la manière de gouverner.